Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la première édition du Guadeloupe Maryse Condé Book Club. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Nous allons commencer la séquence des adresses officielles. Donc j'inviterai dans un premier temps Monsieur Alain Bièvre à faire le mot de bienvenue qui sera suivi de Monsieur Jean-Claude Nelson, vice-président de la région Guadeloupe et président de la commission culture. Et ensuite Sylvie Condé, présidente de l'association Casa Condé, enchaînera avec la présentation du panel de discussion. Merci à vous. Monsieur Bièvre. Une société aéroportuaire qui s'appelle encore Guadeloupe-Caraïbes et qui est en charge de la concession de l'aéroport devenu depuis le 26 septembre l'aéroport Guadeloupe-Maryse Condé. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Merci Sandra pour votre introduction, en oubliant le troisième président, et qui a posé le cadre de cette magnifique soirée que nous allons passer tous ensemble. Alors c'est un immense plaisir de vous accueillir ici et de vous souhaiter la bienvenue, encore une fois, voilà qu'on s'habitue, la bienvenue à l'aéroport Guadeloupe-Maryse Condé pour cette traversée littéraire autour d'une de ses œuvres emblématiques, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Je tiens aussi à adresser mes remerciements à la région Guadeloupe, représentée par son vice-président, M. Jean-Claude Nelson, qui est aussi président de la commission culture, et qui nous a accompagnés sur ce projet, cet événement que nous vivons ce soir, donc Guadeloupe Maryse Condé Book Club, hein, pas que je me trompe, là aussi il faut que je m'habitue, parce que c'est un événement qui va être récurrent. Et donc je tiens à remercier la région Guadeloupe de nous avoir accompagnés donc, sur ce processus, cet événement qui rentre dans le processus d'appropriation de la nouvelle appellation de notre aéroport, symbole ô combien puissant de notre identité et de notre patrimoine culturel. Je dis un très grand merci, bien naturellement, à Sylvie Condé, qu'on ne présente plus, présidente de l'association Casa Condé, pour la production de cette traversée littéraire que nous allons vivre ici ce soir, tous ensemble, dans l'enceinte de notre aéroport qui, depuis le 26 septembre, comme je le disais, 26 septembre 2024, porte le nom de Guadeloupe-Maryse Condé. Donc, plus que de simples lettres sur une enseigne, plus qu'un simple nom sur un panneau, nous avons voulu offrir à nos voyageurs et à notre territoire une véritable expérience immersive de notre héritage culturel et porter loin le message universel de Maryse, un message d'ouverture au monde, comme une invitation au voyage qui est désormais notre leitmotiv à Guadeloupe-Maryse Condé. Enfin, dans la continuité de notre engagement dans la promotion de l'excellence culturelle et l'excellence littéraire, nous sommes fiers de vous annoncer que dans le cadre de la 25e édition du Festival des Écritures des Amériques, qui se tiendra du 24 au 29 novembre prochain à l'aéroport, que nous serons, nous, aéroport Guadeloupe-Maryse Condé, le sponsor de prix du public qui va s'appeler aussi Prix du public Guadeloupe-Maryse Condé, un prix spécial qui sera décerné par un jury populaire basé en Guadeloupe et dont la sélection débutera la semaine prochaine. Je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous une très belle traversée littéraire ce soir. Merci encore pour votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Président du directoire de la Société aéroportuaire Guadeloupe-Caraïbes SA. Et j'invite à me rejoindre Monsieur Jean-Claude Nelson, président de la Commission culture et vice-président de la région Guadeloupe. Merci à lui. Donc, Monsieur le Président, directeur général de l'aéroport, Madame la Présidente de l'association Casa Condé, Monsieur le représentant de la mairie de Pointe-à-Pitre, responsable de la culture, qui fut mon prédécesseur à la présidence de la culture, cher Georges, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Alors, c'est vrai que depuis novembre 2023,
la région lançait au MACT l'année culturelle Maryse Condé avec la représentation de la pièce de théâtre en musique Enfin libre Désirada, un spectacle de Nathalie Kouali et de David Blamed, d'après le texte de Maryse Condé. Cette année riche en événements mettait à l'honneur l'écrivaine, prix Nobel de littérature. C'est clôturé par un colloque international organisé en partenariat avec l'Université des Antilles et la Casa Condé, Maryse Condé chez elle et dans le monde en novembre 2024. Un hommage particulier a été rendu à l'écrivaine au Salon régional du livre en décembre 2023 à travers une programmation réalisée par la Casa Condé, une exposition aussi multimédia réalisée par l'association Sifaudom associant le son et la vidéo réalisée en partenariat avec Casa Condé était constituée d'une vingtaine de calicots. Elle présentait la personnalité, les influences, la vie et l'œuvre de Maryse Condé, autant de moments forts où les lecteurs ont pu se réunir pour lui rendre un hommage. Nous sommes très heureux de nous retrouver une nouvelle fois autour d'une œuvre à l'occasion de cette première édition du Guadeloupe Maryse Condé Book Club au sein de l'aéroport qui porte désormais son nom. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, nous étions réunis pour pouvoir célébrer la toile qui avait été réalisée par Joël Nankin, que la région a acheté, qui d'ailleurs, je crois, est dans le salon d'honneur de l'aéroport autour de l'œuvre de Maryse Condé. C'est dans le cadre du hommage de l'aéroport Maryse Condé initié par la région Guadeloupe en avril 2024, suite au décès de l'écrivaine guadeloupéenne, que la Société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes et la région ont décidé d'apporter leur soutien à l'association Casa Condé afin de créer cet espace de promotion et de valorisation de l'œuvre de Maryse Condé. Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, publié en 1986, est l'un de ses romans les plus lus. Le roman a été adapté au théâtre et mis en scène pour les scolaires lors de la dernière édition du Prix des Amériques insulaires en novembre 2024 à Basse-Terre par la compagnie Barfoot avec Karine Pédurand. Un magnifique Tituba est présenté en clôture du festival. Nous vous souhaitons d'apprécier la lecture de Tituba par Lucie Cancel et Harry Balthus, deux comédiens de grand talent accompagnés par un excellent tambouiller, Joby Julienne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Alors, ce sera ma dernière intervention, parce que je vais sonner la fin des annonces, des adresses officielles. Je vais inviter Sylvie Condé, donc la présidente de l'association Casa Condé, qui va ouvrir officiellement cette belle traversée littéraire et vous présenter les comédiens ainsi que le très beau panel de discussion. Merci. Merci beaucoup, merci. Je voudrais quand même, avant la présentation du panel, saisir cette opportunité pour monsieur donc, le président du directoire de l'aéroport, vous saluer, monsieur le représentant du conseil régional aussi, et monsieur le représentant de la mairie de Pointe-à-Pitre. Ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, nous sommes très contents du lancement de cette initiative dans la mesure où ça met en valeur la convention que nous avons signée lors du renommage de l'aéroport Guadeloupe Maryse Condé. Et donc, c'est une activité concrète qui voit le jour. Et nous sommes contents de l'organisation de ces book clubs parce que ça permettra encore une fois de mieux connaître l'œuvre de Maryse Condé. Alors on commence avec ce roman, Moi Tituba sorcière, on continuera avec d'autres et on a aussi pris l'initiative d'organiser ces sessions de book club dans les communes, dans les différentes communes. Comme ça, on pourra avoir un impact encore plus important. Donc voilà ce que j'avais à dire en introduction.
Alors, pour le panel de ce jour, vous avez donc le professeur Christian Chéry, le professeur de lettres, qui est présent et qui va donc diriger les discussions, nous faire une introduction sur le livre, sa vision, sa présentation de ce livre. Ça sera suivi par un panéliste où vous avez Ghislaine Langa, qui connaît très bien Marie Scondé et qui a longtemps organisé des salons du livre et qui donc interviendra aussi comme panéliste. Vous avez ensuite Nicole Boudot, qui va introduire aussi, qui fait partie des panélistes. Et nous sommes 3, et chacune va choisir un thème qui lui était cher. Et donc, par exemple, Ghislaine va beaucoup intervenir sur la transmission, sur l'aspect des plantes médicinales, Nicole sur la condition féminine, et moi particulièrement sur l'un des personnages du roman, John Bendian. Donc voilà. Vous avez ensuite les sessions, cette lecture, ou bien en tout cas cette explication, cet échange autour du livre, qui sera aussi accompagné par des lectures théâtrales. Et pour ça, nous avons donc, comme on vient de le dire, des illustres comédiens artistes. Vous avez Lucille Cancel, vous avez Harry Balthus, et tout ça accompagné par le batteur Julien Joly. Voilà. Donc, je pense que le décor est planté pour lancer notre soirée, et nous espérons que vous allez donc apprécier, suivre tous ces échanges, et que vous allez aussi participer activement, en tout cas aux discussions, échanger sur le livre, donner vos impressions, et on vous remercie tous d'être là. Merci. Ça peut marcher. Merci. Je suis pas sûr que... Moi aussi. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais essayer, et je me suis vraiment attaché à cela, d'être bref ce soir, non pas pour vous assommer de savoir et de connaissances. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai dû refaire à 2 ou 3 reprises mon intervention, parce que j'ai tendance à déborder le temps qui m'est imparti. Vous connaissez, certains d'entre vous ont une connaissance personnelle de Marie Scondé. Et celle-ci a toujours manifesté une grande causticité. Elle a eu l'occasion de dire dans un entretien qu'être un écrivain en Guadeloupe, c'est être quelqu'un qu'on invite, que l'on veut voir à la télévision, quelqu'un à qui on s'adresse concernant des sujets divers, mais qu'on ne lit pas. C'est effectivement son point de vue, parce qu'elle est un écrivain. Et un écrivain écrit des livres qu'elle s'attend à ce que l'on lise. Alors moi, ce soir, c'est un peu dans cette perspective que je voudrais intervenir. C'est dire, eh bien, essayons de lire, essayons de relire, essayons de retrouver justement le contact avec le texte, et non pas simplement avec la femme, l'écrivain, qui a une histoire que maintenant on a beaucoup entendue, puisqu'il y a eu des quantités d'hommages et de célébrations, mais pas forcément beaucoup de choses à propos de ses œuvres. Alors, un club de lecture, c'est donc à cet objet d'aborder une œuvre et d'essayer de l'envisager. Mais en même temps, un livre comme Moi Tituba
est d'une telle diversité, d'une telle complexité, avec des thèmes si nombreux qui semblent justement nourrir l'œuvre, que nous pourrions nous égarer. Donc je me permettre de limiter mon propos à quelques petits points. Donc c'est pourquoi je me suis dit, je ne vais pas faire quelque chose qui serait de l'ordre d'une conférence où je vais aborder les choses de manière globale, mais au contraire, essayer de relire avec différents points. Parce qu'un roman, c'est une œuvre littéraire, c'est un projet artistique, mais ce n'est pas un document. Nous n'avons pas seulement à chercher justement des thèmes ou des questions qui sont envisagées, mais voir et nous poser la question, mais qu'a voulu faire l'écrivain? Qu'est-ce qui a présidé à la constitution et à l'élaboration de ce roman? Alors, bien entendu, en préparant ceci, j'ai essayé de relire ou de retrouver les textes les différentes études qui ont été proposées sur cette œuvre. Et personnellement, j'ai relu un roman que j'avais lu en 1986 à sa parution. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. L'année dernière, exactement il y a un an, j'ai relu pour aussi, alors c'était une communication universitaire dans ce cas-là, mais j'ai relu La vie scélérate. Et franchement, je me suis dit, mais je n'avais pas vu tout ce que j'ai envisagé à cette lecture qui datait de 20 ans. Et peut-être que c'est aussi ce qui m'est arrivé en relisant Moi Tituba. Certes, c'est un roman archi-connu. C'est peut-être, j'ai envie de dire, le plus connu de Maryse Condé. C'est en tout cas, sinon le plus connu, du moins le plus lu. Il est, comme M. Nelson en a parlé, il est étudié dans les classes et on peut retrouver d'ailleurs des quantités de choses faites dans des classes, non pas seulement en Guadeloupe, mais dans des quantités de lieux. Hein. Donc, livre étudié dans les classes. C'est un livre qui a connu de nombreuses traductions et j'ai essayé de répertorier les traductions et j'en ai trouvé par exemple une en coréen. C'est une œuvre qui, justement, est très commentée par les critiques nord-américains sur, d'ailleurs, souvent des thématiques particulières liées à la femme, liées à la parole, à l'émergence, justement, d'un discours féministe, à un discours aussi, comment dirais-je, portant sur des questions de violence, etc., etc. Cela ne va pas être mon sujet. En effet, je vais d'abord, parce que, bon, même si tous vous avez en tête la thématique du roman, mais peut-être rappeler un certain nombre de choses, avec un point essentiel. C'est un roman à la première personne, avec un titre qui focalise directement sur cet aspect, moi Tituba. Donc, nous avons cette première personne. Et ce n'est pas quelque chose d'original en soi. Nous connaissons les romans du jeu, les romans de la première personne, qui d'ailleurs induisent, bien, parfois une difficulté à distinguer justement l'instance narratrice et l'instance auctoriale, l'auteur et le narrateur. Le jeu, parfois, bien, nous ne savons pas qui parle. S'agit-il réellement de Tituba ou s'agit-il de Maryse Condé? Et c'est peut-être cette ambivalence qui est la première richesse de ce roman. Mais là où c'est plus... Alors, quand même, juste pour dire que... Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose d'original?
il y a de nombreux romans du XVIIIe siècle qui sont justement liés à cette première personne. Mais là où c'est original, c'est que cette première personne est une voix post-mortem. Elle parle, mais elle parle après sa mort. Elle parle à l'écrivain alors qu'elle est morte. Et cela a une importance cruciale dans l'élaboration ou la construction du roman. Eh bien, c'est le fait qu'elle parle, on pourrait dire, en gardant un terme très connu, elle raconte une aventure, au sens étymologique du terme, ce qui est à venir, mais elle en parle alors que l'aventure est terminée. L'aventure est close. Et donc, elle a la possibilité, cette fois, de nous parler, de nous raconter une aventure sur laquelle elle peut proposer des commentaires, faire des remarques, nous dire toute une série de choses qui sont en fait liées à la clôture, à la fermeture. C'est terminé. Il n'y a pas donc de suspense, d'éléments nouveaux qui peuvent intervenir. C'est fini. Et donc, nous avons dans ce roman au moins deux choses qui méritent d'être signalées. D'abord, les lieux. Le lieu initial, ou peut-être, oui, je dis c'est la Barbade. En réalité, c'est un petit peu avant la Barbade, puisqu'il y a l'épisode dans le navire négrier concernant sa mère. Donc, mais c'est quand même le lieu principal, avec d'ailleurs une circulation à l'intérieur de la Barbade. Et puis, nous avons aussi, eh bien, une jeune fille, bon, certes, qui vit quand même en marge du système esclavagiste, parce que le lieu où elle vit, à la Barbade, c'est un lieu inhospitalier. Au début, nous sommes à la page 24, elle dit « Je connaissais un coin près de la rivière Ormonde, où personne ne se rendait jamais. » J'insiste sur ce lieu parce que c'est celui que nous allons retrouver au terme de l'aventure. Alors, je vais de temps en temps... Oui, merci. Pour revenir, nous sommes à la fin, page 240. Et elle nous parle à nouveau, justement, de ce lieu, en disant que mon emploi du temps était simple. Je me levais aux aurores, priais, descendais me baigner à la rivière Ormonde, mangeais sur le pouce, puis me consacrais à mes recherches et à mes soins. Donc, nous avons une circularité sur le plan... Tu vas me servir de... J'abuse. Donc, nous avons justement cette rivière, ce lieu, je rappelle qu'il est inhospitalier, qui est au début du roman et à la fin du roman. Comme si, finalement, cette ouverture sur ce lieu, qui est un lieu de liberté, puisqu'elle n'est pas, justement, elle n'est pas esclave quand elle est là. Elle n'est pas esclave. Et puis, nous aurons à ce moment la première grande péripétie, la péripétie majeure, c'est ce que j'appelle la servitude volontaire. Vous voyez la référence, bien sûr, à Montaigne. Par amour pour John Indien, suite à cette rencontre, Tituba va justement vivre avec lui, connaître d'autres lieux. Je ne vais pas, bien entendu, énumérer tous les lieux, mais juste pour que vous ayez en tête que nous avons la Barbade, et puis nous avons la côte est des États-Unis avec la grande ville, Boston, et ensuite, justement, un lieu qui est encore un lieu resserré. C'est quasiment un village, c'est quasiment une petite ville de campagne,
c'est Salem. Alors, nous avons un roman de Dieu. Nous avons un roman aussi, eh bien, qui est lié à l'histoire. Et d'ailleurs, elle inscrit délibérément et explicitement le roman dans un rapport historique, puisque nous avons à la fin du roman une note historique. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, Marie Scondé nous leurre. Elle le fait volontairement. Elle ne raconte pas l'histoire. Elle dit un certain nombre, nous avons des références historiques, nous avons des points, nous avons des éléments qui sont précis liés à une histoire donnée, mais en réalité, ce n'est absolument pas un roman historique. D'ailleurs, de façon très claire, eh bien, elle va laisser entendre, nous laisser à comprendre que justement, ce qui est important, c'est la fiction. Nous sommes justement dans ce rapport entre histoire et fiction. Les notations historiques sont nombreuses, depuis l'épisode célèbre des sorcières de Salem, ou encore le fait que le personnage de Tituba est un personnage historiquement avéré. D'ailleurs, on ne sait pas grand-chose d'elle dans les documents historiques, mais ce n'est pas important. Mais avec une certaine désinvolture qui sied à la romancière, eh bien, nous avons une note, une indication de Marie Scondé à la fin qui dit « Je lui ai offert une fin de mon choix ». Donc vous voyez bien que ce qui importe n'est pas tant la vérité historique. Ce qui importe n'est pas tant justement de créer, de nous raconter une histoire, d'être dans une évocation historique. C'est au contraire de se servir de cette histoire, de cet élément, eh bien, comme point de départ à la fiction. C'est ce que Paul Ricoeur appelle l'expérience temporelle fictive. En effet, cette expérience temporelle fictive, qui est riche justement de quantité d'apports, de quantité de notations qui mettent en évidence ce qui a vraiment de l'importance. Disons que faire l'expérience de l'histoire engage une expérience de l'écriture. Et voilà j'ai presque envie de vous dire, c'est mon argument central aujourd'hui. Hein, j'aurais pu parler de tellement de choses, mais juste ça. Dire que Marie Scondé invente ou réinvente son écriture en s'appuyant justement sur l'expérience de l'histoire. Et ça permet de comprendre des rapports complexes qu'entretiennent d'ailleurs fiction et histoire. Je me réfère ici à un article d'un comparatiste célèbre allemand qui s'appelle Jauss, qui dit que cette question se pose à l'historien, mais elle se pose de façon encore plus précise et plus forte au romancier. Qu'est-ce que je fais du récit? Qu'est-ce que je fais de l'histoire que je raconte? Et est-ce que dans mon récit, eh bien, je vais simplement raconter l'histoire ou dire une ou des histoires? Alors, la thèse que je défends ce soir, c'est que, eh bien, Moi Tituba est un roman d'apprentissage. Mais c'est un roman d'apprentissage qui est double, où il y a deux apprentissages. L'apprentissage de l'amour et l'apprentissage du savoir. L'apprentissage de l'amour, vous allez le droit de être d'accord avec moi. Hein, vous aurez l'occasion de... Et pour moi, c'est un échec. D'accord? C'est un apprentissage d'échec.
C'est-à-dire que, alors, si on veut faire de ce roman un roman d'amour, je dirais que c'est quand même un peu curieux. Parce que Tituba sait d'emblée que l'amour qu'elle envisage est sans issue. On reprend. Nous sommes au début du roman. Je dis en haletant, mon yaya, je veux que cet homme m'aime. Elle hocha la tête. Les hommes n'aiment pas. Ils possèdent, ils asservissent. Nous sommes au début du roman, au moment où la chose commence, au moment où elle est, où elle sent qu'elle est amoureuse. Et donc, elle fait cette demande. Et la réponse est justement une réponse qui la fait frissonner. Hein? Mais elle a une confiance dans la parole de Moyaya, mais elle poursuit, elle y va. À la fin du roman, page 257, peu après, Moyaya, Abena ma mère, Yao, vinrent me voir. Ils se trouvaient à North Point, où ils avaient répondu à l'appel d'un quimboiseur quand il avait vu ce qui m'arrivait. Moyaya me tapota l'épaule. Ce n'est rien. Bientôt, tu n'y songeras même plus. Abena, ma mère, ne put se retenir, bien sûr, de soupirer et de maugréer. S'il est un don que tu n'as pas, c'est celui de choisir des hommes. Enfin, bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Eh bien, même chose, comme tout à l'heure, je vous propose une sorte de clôture, l'ouverture sur le désir d'amour, l'ouverture sur le fait de dire « et je veux que cet homme m'aime » et en même temps, justement, à la fin, eh bien, clairement, elle n'a jamais su choisir. Alors, il y a plusieurs aventures, il y a plusieurs amours. Certaines de ces amours sont des amours qu'elle a acceptées, d'autres au contraire pour lesquelles elle a trouvé une grande réticence, mais malgré tout, chaque fois, nous avons au long de cet apprentissage, c'est-à-dire au long de ce qui pourrait justement déboucher sur une phase euphorique, eh bien, au contraire, quelque chose de complètement dysphorique. L'amour est un échec. L'apprentissage de l'amour. Donc, voilà, nous sommes dans un roman d'apprentissage avec ce thème de l'amour. Et puis de l'autre côté, nous avons justement l'apprentissage du savoir, qui est l'autre juste caractéristique, orientation, eh bien, de ce roman d'apprentissage. Et par contre, l'apprentissage du savoir est un succès. En effet, dès le début, alors, puisque c'est un succès, donc je vais m'attarder un peu plus sur cet aspect. Page 22, nous avons Moyaya m'a pris les plantes. Celle qui donne le sommeil, celle qui, etc. Alors, je ne vais pas trop anticiper sur ce que ma voisine va dire, mais voyons le point de départ. Voilà, il y a savoir, il y a la connaissance, et cette connaissance, justement, eh bien, elle est d'emblée, elle est inscrite dès l'abord du roman. Moyaya m'a pris, Moyaya, etc. Ailleurs dans le roman, elle va aborder les choses qu'elle sait. Page 108. Elle se débat, et se laissa, enfin bon, je ne vais pas reprendre le passage avant. Tituba, aide-moi.
je pris la menotte, calleuse et rigide comme bois. Comment puis-je t'aider? Son regard vacilla. Chacun sait que tes dons sont grands. Aide-moi à me débarrasser d'elle. Elle a donc clairement déjà été repérée, reconnue comme quelqu'un possédant du savoir. Ceci n'intervient pas seulement là, mais cela prend toute cette dimension ici. Justement, aide-moi. Chacun sait que tes dons sont grands. Elle interroge aussi. Elle ne se contente pas de savoir, mais elle cherche toujours à savoir. Et cet aspect alors, la personne avec laquelle elle parle, elle converse à ce moment, c'est une personne qui lui parle justement de son appellation sorcière. Et elle lui demande pourquoi. Et quand elle dit, alors, tu n'as pas lu Coton de Malheur? Elle dit, de qui s'agit-il? Elle veut savoir, elle veut connaître, elle est toujours en quête de savoir. Et quand on a tendance à lui dire, mais tu es censé savoir, non, Coton de Malheur, elle ne sait pas. Donc, elle veut justement apprendre. C'est un épisode aussi, un autre épisode, avec Esther, qui est d'ailleurs clairement une référence, mais une référence limpide, hein, au personnage du roman de Hawthorne, La lettre écarlate. Et d'ailleurs, vous me permettrez de faire cette parenthèse, dans le roman, il y a de nombreuses références intertextuelles. D'accord? Le roman d'Hawthorne, mais nous avons aussi la référence à la fin du roman à la chanson de Billie Holiday, Strange Fruit. Et puis, nous avons même parfois des choses qui sont plus humoristiques. Quand le personnage, son nom va m'échapper là maintenant, lui dit « Tu es ma sorcière bien-aimée ». D'accord? Donc, nous avons justement ces différents aspects intertextuels. Vous voyez bien que les références sont suffisamment limpides pour que l'on puisse se dire ça, c'est l'auteur qui s'amuse, l'auteur qui se divertit, l'auteur qui nous fait des clins d'œil. Vous voyez? Donc, je disais, le moi, le je, la première personne, qui parfois nous laisse dans le doute de qui s'agit-il. Est-ce le je Tituba ou le je Marie Scondé? Quand il y a l'intertextualité, explicitement, il s'agit du je Marie Scondé. Et la raison est simple, nous pouvons la comprendre, c'est que au moment où, comment dirais-je, au moment où vit, nous sommes, je rappelle que l'histoire se situe à la fin du XVIIe siècle, eh bien, il n'y a pas de Billie Holiday. Donc, Billie Holiday, c'est le XXe siècle, c'est bien plus tard, etc. Donc, ça, c'est Marie Scondé qui parle. Enfin, page 228, et là, clairement, nous avons le succès de l'apprentissage, le succès du savoir. C'est le chapitre 13 qui commence. Je n'avais jamais envisagé de surpasser Mayaya en pouvoir occulte. Je n'avais d'ailleurs jamais envisagé de me passer de sa direction et me considérer comme son enfant, son élève. Hélas, je dois avouer à ma grande honte que cette manière de voir
changeait et que l'élève se mit en tête de rivaliser avec le maître. Nous sommes à la fin du roman. Tituba sait qu'elle est capable justement d'exercer son savoir seule. Elle a acquis suffisamment de savoir pour être autonome. Donc, je résume mon point de vue en disant, nous avons ici un roman d'apprentissage. Deux apprentissages contradictoires, deux apprentissages opposés. L'un qui finalement, on pourrait dire, est dans une sorte de circularité. L'amour tel qu'elle l'a éprouvé au départ ne progresse pas, elle n'évolue pas, elle n'en sait pas plus sur l'amour à la fin du roman. Au contraire, nous avons quelque chose qui est dans une progression, dans un savoir, et bien avec la recherche de la connaissance, la recherche du savoir. Elle était une élève, elle devient l'égale du maître ou de la maîtresse. Alors, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Hein? Je suis... Ouais, d'accord. Bon, alors, je savais ça. Hein. Bon, hein? Alors, je vais essayer de terminer brièvement avec quelques points. D'accord? J'insiste sur le fait que nous avons ici un roman. Un roman, une œuvre. C'est une œuvre littéraire, avec quelques points. Je pourrais encore revenir sur la notion de première personne, mais ce n'est pas ça qui est essentiel. Je voudrais simplement signaler que Moi Tituba est une œuvre qui montre une création et une construction singulière de la part de l'auteur. Nous avons une diversité de chapitres, certains longs, d'autres brefs. Et je n'ai pas le temps de vous donner, par exemple, des significations, pourquoi tel chapitre est bref, ou en tout cas l'analyse que j'en fais, d'accord, de tel chapitre qui est bref, de tel chapitre qui est long. Il y a une alternance aussi assez originale, ou assez importante, entre justement, eh bien, la partie, les aspects dialogaux, hein, ce qu'on appelle, voilà, les dialogues, alors que dans un roman, eh bien, réaliste, ce qui est souvent privilégié, c'est au contraire le récit. Donc, nous avons tous ces éléments qui font que nous, lecteurs de Moi Tituba, nous voyons dans ce roman, eh bien, quelque chose marqué non pas simplement par une aventure racontée, mais par une véritable construction littéraire qui doit nous emmener à envisager les choses dans une plus grande complexité. Je vous remercie. Nous remercions donc le professeur Christian Chéry pour cette présentation magistrale de l'œuvre. Maintenant, on va revenir au récit, parce que c'est quand même un beau récit qui nous plonge dans une époque qui nous est lointaine et qui parle de l'esclavage avec toute une aventure. Et donc, on va nous laisser guider dans cette lecture par deux comédiens, Lucille Cancel et Harry Balthus. Voilà, vous avez la parole.
Kalabatula Amitalana Kalabatula Abena, ma mère. Un marin anglais la viola sur le pont de Christ, de King, un jour de 1600, alors que le navire faisait voile vers la Barbade. C'est de cette agression que je suis née, de cet acte de haine et de mépris. Quand de longues semaines plus tard, on arriva au port de Bridgetown, on ne s'aperçut point de l'état de ma mère. Comme elle n'avait sûrement pas plus de 16 ans, comme elle était belle avec son teint de noir de jais sur ses hautes pommettes, le dessin subtil des cicatrices tribales, un riche planteur du nom de Darnell Davis l'acheta très cher. Avec elle, il fit l'acquisition de 2 hommes, 2 Ashantis, ceux-là aussi, victimes des guerres entre Fanti et Ashanti. Il destinait ma mère à sa femme, qui ne parvenait pas à se consoler de l'Angleterre et dont l'état physique et mental nécessitait des soins constants. Il pensait que ma mère saurait chanter pour la distraire, danser éventuellement, et pratiquer ces tours dont il croyait les nègres friands. Il destinait les 2 hommes à sa plantation de canne à sucre qui venait bien et à ses champs de tabac. Jennifer, épouse de Darnell Davis, n'était guère plus âgée que ma mère. On l'avait mariée à cet homme rude qu'elle haïssait, qui la laissait seule le soir pour aller boire et qui avait déjà une meute d'enfants bâtards. Jennifer et ma mère se lièrent d'amitié. Après tout, ce n'étaient que 2 enfants effrayés par le rugissement des grands animaux nocturnes et le théâtre d'ombre des flamboyants, des calebassiers et des mapous de la plantation. Ils se couchaient ensemble, et ma mère, les doigts jouant dans les longues tresses de sa compagne, lui confiait les histoires que sa mère lui avait contées à Aquapim, son village natal. Elle rameutait à leur chevet toutes les forces de la nature afin que la nuit leur soit conciliante et que les buveurs de sang ne les saignent pas à blanc avant la levée du jour. Quand Darnell Davis s'aperçut que ma mère était enceinte, il entra en fureur, pensant aux bonnes livres sterling qu'il avait dépensées pour l'acquérir. Eh ben, voilà qu'il allait avoir sur les bras une femme mal portante qui ne lui serait d'aucune utilité. Il refusa de céder aux prières de Jennifer et pour punir ma mère, il la donna à un des Ashantis qu'il avait acheté en même temps qu'elle, Yao. En outre, il lui interdit de remettre un pied à l'habitation. Yao était un jeune guerrier qui ne se résignait pas à planter canne, à la couper, à la charroyer au moulin. Ainsi, par 2 fois, il avait tenté de se tuer en mâchant des racines vénéneuses. On l'avait sauvé de justesse et ramené à une vie qu'il haïssait. Darnell, en lui donnant une compagne, espérait qu'il lui donnerait aussi goût à l'existence, rentrant ainsi dans ses dépenses. Comme il avait été mal inspiré ce matin de juin 1600, quand il s'était rendu au marché des esclaves de Bridgetown. Un des 2 hommes était mort, l'autre était suicidaire et Abena était grosse. Ma mère entra dans la case de Yao peu avant l'heure du repas du soir. Il était étendu sur sa couche, trop déprimé pour songer à se nourrir. À peine curieux de cette femme dont on lui avait annoncé la venue. Quand Abena apparut, il se redressa sur un coude et murmura « Aquaba,
Puis il la reconnut et s'exclama. C'est toi. Abéna fondit en larmes. Trop d'orages s'étaient accumulés au-dessus de sa courte vie. Son village incendié, ses parents éventrés en tentant de se défendre, ce viol. À présent, la séparation brutale d'avec un être aussi doux et désespéré qu'elle-même. Yao se leva et sa tête touchait le plafond de la case, car ce nègre était aussi haut qu'un Nakoma. Ne pleure pas. Je ne te toucherai pas. Je ne te ferai aucun mal. Est-ce que nous ne parlons pas la même langue? Est-ce que nous n'adorons pas le même Dieu? Puis il abaissa les yeux vers le ventre de ma mère. C'est l'enfant du maître, n'est-ce pas? Des larmes encore brûlantes de honte et de douleur jaillirent des yeux d'Abéna. Non, mais c'est quand même l'enfant d'un blanc. Comme elle se tenait là devant lui, tête basse, une immense et très douce pitié emplit le cœur de Yao. Il lui sembla que l'humiliation de cet enfant symbolisait celle de tout son peuple, défait, dispersé, vendu à l'encan. Il essuya l'eau qui coulait de ses yeux. Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, ton enfant, c'est le mien. Tu m'entends? Et gare à celui qui dira le contraire. Elle ne cessa pas de pleurer. Alors il lui releva la tête et interrogea. Est-ce que tu connais l'histoire de l'oiseau qui se moquait des frondes du palmier? Ma mère déboucha un sourire. Comment ne pas la connaître? Quand j'étais petite, c'était mon histoire favorite. La mère de ma mère me la contait tous les soirs. La mienne aussi. Et celle du singe qui se voulait le roi des animaux. Et il monta au fait d'un Iroko pour que tous se prosternent devant lui. Mais une branche cassa et il se retrouva par terre, le cul dans la poussière. Ma mère rit. Elle n'avait pas ri depuis de longs mois. Yao prit le ballot qu'elle tenait à la main et alla le déposer dans un coin de la case. Puis il s'excusa. Tout est sale ici, parce que je n'avais pas goût à la vie. C'était pour moi comme une flaque d'eau sale que l'on voudrait éviter. À présent que tu es là, tout est différent. Ils passèrent la nuit dans les bras l'un de l'autre. Tout est différent. Tout est différent. Ils passèrent la nuit dans les bras l'un de l'autre. Annoncer que le fond du cas est par Jolie Julienne. Donc, alors là, ça va, Jolie Julienne pour le fond du cas. Et aussi, donc, les comédiens reviennent pour la deuxième séquence, n'est-ce pas? Nous nous engageâmes dans un sentier qui serpentait entre les herbes de Guinée quand soudain nous entendîmes un bruit de voix irritée. C'était Darnel qui rudoyait un contremaître. À la vue de ma mère, son expression changea radicalement. La surprise et le ravissement se disputèrent sur ses traits et il s'exclama. « Est-ce toi, Abéna ? Eh bien, le mari que je t'ai donné te convient à merveille.
Approche. Ma mère recula si vivement que le panier contenant un coutelas et une calebasse d'eau qu'elle portait en équilibre sur la tête tomba. La calebasse se brisa en 3 morceaux, répandant son contenu dans l'herbe. Le coutelas se ficha en terre, glacial et meurtrier, et le panier se mit à rouler le long du sentier comme s'il fuyait le théâtre du drame qui allait se jouer. Terrifié, je me lançai à sa poursuite et finis par le rattraper. Quand je revins vers ma mère, elle se tenait haletante, le dos contre un calebassier. Darnel était debout à moins d'1 mètre d'elle. Il avait tombé la chemise, défait son pantalon, découvrant la blancheur de ses sous-vêtements, et sa main gauche fouillait à hauteur de son sexe. Ma mère hurla, tournant la tête dans ma direction. « Le coutelas! Donne-moi le coutelas !» J'obéis aussi vite que je pus, tenant la lame énorme dans mes mains frêles. Ma mère frappa à 2 reprises. Lentement, la chemise de lin blanc vira à l'écarlate. On pendit ma mère. Je vis son corps tournoyer aux branches basses d'un fromager. Elle avait commis le crime pour lequel il n'est pas de pardon. Elle avait frappé un blanc. Elle ne l'avait pas tué, cependant. Dans sa fureur maladroite, elle n'était parvenue qu'à lui entailler l'épaule. On pendit ma mère. Tous les esclaves avaient été conviés à son exécution. Quand, la nuque brisée, elle rendit l'âme, un chant de révolte et de colère s'éleva de toutes les poitrines, que les chefs d'équipe firent taire à grands coups de nerfs de bœuf. Moi, réfugié entre les jupes d'une femme, je sentis se solidifier en moi, comme une lave, un sentiment qui ne devait plus me quitter, mélange de terreur et de deuil. On pendit ma mère. Quand son corps tournoya dans le vide, j'eus la force de m'éloigner à petits pas, de m'accroupir et de vomir interminablement dans l'herbe. Pour punir Yao du crime de sa compagne, Darnell le vendit à un planteur du nom de John Inglewood, qui habitait de l'autre côté du mont Ilami. Yao n'atteignit jamais cette destination. En route, il parvint à se donner la mort en avalant sa langue. Quant à moi, à 7 ans à peine, Darnell me chassa de la plantation. J'aurais pu mourir si cette solidarité des esclaves qui se dément rarement ne m'avait sauvée. Une vieille femme me recueillit. Elle semblait braque, car elle avait vu mourir supplicié son compagnon et ses 2 fils, accusés d'avoir fomenté une révolte. En réalité, elle avait à peine les pieds sur notre terre et vivait constamment dans leur compagnie, ayant cultivé à l'extrême le don de communiquer avec les invisibles. Ce n'était pas une Ashanti comme ma mère Yao, mais une Nago de la côte, dont on avait créolisé en Moyaya le nom de Yetunde. On la craignait, mais on venait de loin pour la voir à cause de son pouvoir. Elle commença par me donner un bain dans lequel flottaient des racines fétides, laissant l'eau ruisseler le long de mes membres. Ensuite, elle me fit boire une potion de son cru et me noua autour du cou un collier fait de petites pierres rouges. Tu souffriras dans ta vie. Beaucoup. Ces paroles me plongeaient dans la terreur. Elle les prononçait avec calme, presque en souriant. Mais tu survivras. Cela ne me consolait pas. Néanmoins, avec une telle autorité qui se dégageait de cette personne voûtée, ridée de Moyaya, je n'osais protester. Moyaya m'a pris les plantes, celles qui donnent le sommeil, celles qui guérissent plaies et ulcères, celles qui font avouer les voleurs, celles qui calment les épileptiques et les plongent dans un bienheureux repos, celles qui mettent sur les lèvres des furieux et des désespérés, des suicidaires, des paroles d'espoir.
Mon yaya m'a appris à écouter le vent quand il se lève et mesure ses forces au-dessus des cases qu'il se prépare à broyer. Mon yaya m'a appris la mer, les montagnes et les mornes. Elle m'a appris que tout vit, tout a une âme, un souffle, que tout doit être respecté, que l'homme n'est pas un maître parcourant à cheval son royaume. Un jour, au milieu de l'après-midi, je m'endormis. C'était la saison de carême. Il faisait une chaleur torride. Et Magnan ou le Koutla, les esclaves psalmodiaient un chant accablé. Je vis ma mère. Non point pantin douloureux et désarticulé, tournoyant parmi le feuillage, mais paré des couleurs de l'amour et de Yao. Je m'exclamais, « Maman !» Elle va me prendre dans ses bras. Oh, Dieu, que ses lèvres étaient douces. Pardonne-moi d'avoir cru que je ne t'aimais pas. À présent, je vois clair en moi et je ne te quitterai jamais. Je criais, éperdu de bonheur. « Yao, où est Yao ?» Elle se détourna. Il est là, lui aussi. Et Yao m'apparut. Je courus raconter ce rêve à mon yaya qui pelait les racines du repas du soir. Elle eut un sourire finaud. Tu crois donc que c'était un rêve? Je demeurai interdite. Désormais, mon yaya m'initia à une connaissance plus haute. On arrête là? Oui. Ok. Oui, on arrête là. Tituba est maintenant seule dans la forêt où elle grandit et elle est initiée par Man Yaya. Alors, on va commencer l'ouverture. Oui, l'échange. Tu le fais? Tu veux faire l'échange? Non, avec le panélistes. Ok, d'accord. Bonsoir à vous tous. Je ne vais pas vous parler de plantes comme vous l'a dit Sylvie, hein, je n'en ai pas les qualités. Par contre, je vais vous parler de la transmission des savoirs ancestraux, des guérisseuses. Ah oui, oui, oui. Oh, quel bonheur! Des guérisseuses et des sorcières. Alors, c'est vrai que quand on lit un ouvrage, on peut en faire ce qu'on veut. Et c'est ce que je trouve magique dans le fait de pouvoir lire. Pour ce qui est de moi, Tituba, sorcière de Salem, Christian a dit des tas de choses pour lesquelles que j'ai partagé avec lui. Pour le moi, le fameux moi dont parle Maryse. Alors, dans cet ouvrage, ce qui se passe selon moi, dans mon regard à moi, Maryse Condé s'approprie Tituba comme étant sa propre ancêtre. Il s'agit entre cette femme noire esclave et notre romancière noire d'un transfert de voix métaphysique pour cause de descendance, d'ADN commun. Une transmission directe, indirecte, visible, invisible. C'est évidemment par l'oralité, pratique sociale africaine, bien le plus précieux qui constitue l'identité et dont nous avons hérité, que les pratiques occultes, les chants, les danses, l'histoire, les us et coutumes seront partagées et que les retrouvailles entre Maryse Condé et Tituba auront lieu. Maryse dit d'abord en préambule, Tituba et moi avons vécu en étroite intimité pendant 1 an. C'est au cours de nos interminables conversations qu'elle m'a dit ces choses qu'elle n'avait confiées à personne. Au cours de leurs entretiens, donc, Tituba lui raconte son enfance, son apprentissage des plantes et des sorts qui guérissent, sa rencontre avec l'homme de sa vie pour lequel elle renonce à une liberté solitaire et cachée à la Bamane. Maryse Condé donne ici une parole libre et entière à Tituba, qui nous fait elle-même le récit de sa vie et nous offre à découvrir une femme complexe, humaine, avide de liberté et d'amour, forte et flamboyante, même dans la misère. Mon yaya lui a donc tout appris, comme je le disais tout à l'heure.
notre ami. Mais la naissance même de Tituba est miraculeuse. Sa mère, qui souhaitait un garçon, tant elle savait que le destin des femmes était pénible et douloureux, avait invoqué les forces mystiques selon la tradition, et celle-ci avait béni la jeune fille. Nous réalisons à travers la sublime narration de notre auteur que Tituba avait déjà reçu la bénédiction des esprits. Les esprits gouvernent l'univers africain. Ils font partie de la vie quotidienne. Ils sont associés dans toutes les phases politiques, culturelles, économiques. Et ce surréalisme est l'existence d'un monde animé par des forces cosmiques, les dieux, les génies, les esprits, les ancêtres. La question de la sorcellerie est donc liée dans ce roman à celle de la communication entre les morts et les vivants et entre les mondes du visible et de l'invisible. Tituba, elle, a été bien initiée. Elle est sûre de sa connaissance et ne s'en sert que pour faire le bien et jamais le mal. Elle connaît les litanies, les prières. Elle peut se transformer en oiseau sur la branche, en insecte dans l'herbe fraîche, en grenouille. Cette doctrine, qu'on appelle la métapsychose, est encore usitée aujourd'hui. Elle consiste dans le fait qu'une même âme puisse animer successivement plusieurs corps, humains ou animaux. Cela se serait-il passé entre Tituba et Marie Scondé? On dit ici qu'il est en chien, par exemple. Au mot foisé. Tituba est donc une guérisseuse sorcière. Dans les sociétés africaines, le sacrifice est également conseillé. Les esprits vivent avec nous et nous pouvons communiquer avec eux par le fait de verser de l'eau. Ce que beaucoup d'entre nous ici font encore, le matin au réveil, jeter de l'eau devant la porte, est un sacrifice et un hommage rendu aux ancêtres pour leur demander leur support pendant ce nouveau jour que nous allons vivre. Parfois, on verse du sang, du lait, des noix de cola, plus souvent en Afrique. Et ainsi, nous nous rapprochons d'eux. Ces pratiques occultes ont traversé les océans, gravées dans les âmes de ceux qui furent déportés. Les pratiques magiques et les rites de la sorcellerie sont donc au centre de son roman, qui nous emmène dans un univers à la fois visible et invisible, un monde qui va au-delà de l'entendement de la raison cartésienne, survivance de croyances animistes. L'une des premières leçons du roman est que la mort ne signifie pas la fin de toute présence. Les morts ne meurent que s'ils vivent dans nos cœurs. Ils vivent si nous les chérissons, si nous honorons leur mémoire, si nous posons sur leur tombe des mains qui de leur vivant ont eu leur préférence, si à intervalles réguliers nous nous recueillons pour communier dans leurs souvenirs, ils sont là, partout autour de nous, avides d'attention, avides d'affection. Quelques mots suffisent à les rameuter, pressant leur corps invisible contre les nôtres, impatients de se rendre utiles. En conclusion, guérisseurs et sorciers préservent et transmettent les savoirs d'un monde passé aux nouvelles générations. Nos ancêtres sont des esprits qui choisissent ceux d'entre nous capables de respecter ces savoirs et de les partager selon leur don. Tituba a elle aussi choisi Marie Scondé, qui à son tour nous a légué ce roman afin que par la connaissance, nous honorions nos ancêtres parce que nous sommes le sang de leur sang, la chair de leur chair, les os de leurs os. Merci. Merci, vraiment. Alors, cette transition, parce qu'on la retrouve un peu avec les textes qui ont été lus et qui éclairent, justement, enfin, qui sont éclairés par l'analyse que nous a proposée Ghislaine. Eh bien, on va continuer avec vous. Alors moi j'ai choisi de vous parler donc de la condition féminine dans le roman Moi Tituba sorcière. Donc à travers le destin de Tituba, femme noire, esclave et sorcière, l'autrice propose une réflexion profonde et engagée sur la place des femmes dans l'histoire, en particulier celles que l'on a souvent oubliées ou réduites au silence. À travers le personnage de Tituba, Marie Scondé dénonce la condition féminine marquée par la domination, la violence, mais aussi la solidarité et la résistance.
elle subit déjà, donc Tituba, la triple oppression. Elle est femme, elle est noire et elle est esclave. Elle incarne la femme noire opprimée à plusieurs niveaux par les hommes. Elle est constamment exploitée, trahie ou soumise au bon vouloir des hommes. Par le système colonial et esclavagiste, en tant qu'esclave, elle est réduite à un objet de propriété. Par le pouvoir religieux et politique, l'accusation de sorcellerie devient un moyen de punir une femme libre, spirituelle, qui échappe aux normes puritaines. Donc, il y a quelques citations, je prends des citations du livre. Être femme et noire, c'était cumuler toutes les infortunes. Mon corps ne m'appartenait pas, il était la propriété de celui qui me possédait. On trouve aussi la solidarité féminine et la sororité, mais aussi des conflits. Marie Scondé nuance les relations entre les femmes. Tituba est souvent solidaire avec d'autres femmes opprimées, comme Abena, sa mère, Moyaya, sa mentor, Esther, qu'elle rencontre donc en prison à Salem, mais elle constate aussi les jalousies, les trahisons ou la résignation de certaines femmes. L'oppression peut créer des divisions autant que de la solidarité. Citation, « Nos douleurs se ressemblaient et nos cœurs se reconnurent. » La sororité féminine permet de créer des liens malgré les différences. La sorcellerie, c'est aussi une autre forme de résistance féminine. La sorcellerie représente un savoir féminin, ancestral, guérisseur transmis par Moyaya. Citation, « J'avais appris à soigner, à soulager le langage des plantes, avec le langage des plantes. La sorcellerie est un savoir alternatif et bienveillant. Moi, Tituba sorcière, oui, sorcière, comme il disait. Elle revendique en fait son identité de femme libre malgré les accusations. Donc c'est aussi une figure de la femme libre et insoumise. Elle représente une femme indépendante qui revendique son droit à aimer, à soigner, à exister hors des codes. Elle a une relation spirituelle à la nature, à la guérison, à ses ancêtres. Elle aime librement, sans se soumettre totalement à un homme, et revendique sa sexualité, ce qui choque l'ordre établi. Elle se bat pour sa dignité, même dans la souffrance et la solitude. Citation, « Je faisais l'amour avec jeunes indiens. Je me disais, c'est cela la liberté, avoir un corps, le sentir, s'en servir. » En fait, elle transforme le plaisir en affirmation de soi. On trouve aussi donc une critique du patriarcat et de la religion. Marie Scondé dénonce à travers le récit la misogynie des institutions religieuses. Les procès de Salem ciblent prioritairement des femmes. La sorcellerie est un prétexte pour éliminer les femmes jugées déviantes. Le rôle des hommes dans la domination, peu de personnages masculins échappent à la critique. Même les alliés, en fait, se révèlent souvent égoïstes ou traîtres. Donc, en conclusion, Marie Scondé fait de Tituba une figure féministe et anticoloniale. Elle dénonce les injustices faites aux femmes, mais surtout, elle montre leur résilience, leur solidarité et leur capacité à résister par le corps, le savoir et l'amour. Alors, avant de faire ma partie sur la description de la présentation de John Ledien, ce que je propose, c'est qu'on ait une lecture de texte où on parlerait un peu de la rencontre entre Tituba et John Ledien, qu'on parle rapidement du procès des sorcières de Salem, des sorcières noires de Salem, et j'interviendrai, et comme ça on va passer aux dernières parties. D'accord? Voilà. Asia,
Asia, c'est vrai, ça va lui. Asia, oula, gamin qui moi, doudou chéri, la semaine, moi, ça c'est vrai. Hé, c'est toi, Tituba? Pas étonnant que les gens aient peur de toi. Tu as vu la tête que tu as? Celui qui me parlait ainsi était un jeune homme nettement plus âgé que moi, puisqu'il ne devait pas avoir moins de 20 ans. Grand, dégingandé, le teint clair et les cheveux curieusement lisses. Quand je voulus lui répondre, les mots s'envolèrent comme pris de mauvaise volonté et je ne pus bâtir la moindre phrase. Dans mon grand désarroi, j'ai mis une sorte de grognement qui précipita mon interlocuteur dans une crise de fou rire et il répéta « Non, pas étonnant que les gens aient peur de toi. Tu ne sais pas parler et tes cheveux sont en broussailles. Pourtant, tu pourrais être belle. » Il s'approcha hardiment. Si j'avais été plus habitué au contact des hommes, j'aurais décelé de la peur dans ses yeux, immobiles comme ceux des lapins ou aussi mordorés. Et j'en étais bien incapable, et je ne fus sensible qu'aux bravades de sa voix et de son rire. Je parvins finalement à répondre. Oui, je suis Tituba. Et toi, qui es-tu? Il fit « On m'appelle John, Indien. » C'était là un nom peu commun, et je fronçai le sourcil. Indien? Il prit un air avantageux. Il paraît que mon père était un des rares Arawaks que les Anglais n'ont pas fait fuir. Un colosse de 8 pieds de haut, parmi les innombrables bâtards qu'il a semés. Il m'a eu d'une nago qu'il visitait le soir venu, et voilà, je suis cet enfant-là. Il pirouetta à nouveau sur lui-même en riant aux éclats. Cette gaieté me sidéra. Ainsi, il y avait des êtres heureux sur cette terre de misère. Je balbutiai. Es-tu un esclave? Il inclina affirmativement la tête. Oui, j'appartiens à maîtresse Susanna Endicott, qui habite là-bas, dans Carlisle Bay. Il désignait la mer scintillante à l'horizon. Elle m'a envoyé acheter des œufs de Leghorn chez Samuel Watermans. J'interrogeais. Qui est Samuel Watermans? Il rit. À nouveau ce rire d'humain bien dans sa peau. Tu ne sais pas que c'est lui qui a acheté la plantation de Darnell Davis? Là-dessus, il se pencha et ramassa un panier rond qu'il avait posé à ses pieds. Bon, il faut que je parte à présent. Sinon, je vais être en retard et maîtresse Endicott va encore babiller. Tu sais comment les femmes aiment babiller, surtout quand elles commencent à se faire vieilles et n'ont pas de mari. Tout ce verbillage, la tête me tournait. Comme il s'éloignait après m'avoir adressé un signe de la main, je ne sais ce qui me prit. Je fis avec une intonation qui m'était totalement inconnue. Est-ce que je te reverrai? Il me fixa. Je me demande ce qu'il lut sur mon visage, mais il prit un air faraud. Dimanche après-midi, il y a la danse à Carlisle Bay. Veux-tu y venir? J'y serai. J'inclinai convulsivement la tête. Je revins lentement vers ma case. Pour la première fois, je vis ce lieu qui m'avait servi d'abri et il me parut sinistre. Les planches, grossièrement étaries à coups de hache, étaient noircies par pluie et vent. Une bougainvilliers géante, adossée à son flanc gauche, ne parvenait pas à l'égayer malgré la pourpre de ses fleurs. Je regardais autour de moi. Un calebassier noueux, des roseaux. Je frémis.
Je me dirigeais vers ce qui restait de poulailler et je saisis une des rares volailles qui m'était demeurée fidèle. D'une main experte, je lui ouvris le ventre, laissant la rosée de son sang humecter la terre. Puis j'appelai doucement. Moyaya. Moyaya. Celle-ci m'apparut bien vite, non pas sous sa forme mortelle de femme au grand âge, mais sous celle qu'elle avait revêtue pour l'éternité, parfumée, une couronne de boutons d'oranger en guise de parure. Je dis en haletant, Moyaya, je veux que cet homme m'aime. It was. Susanna Endicott était une petite femme d'une 50aine d'années. Les cheveux grisonnants, partagés par une raie médiane et ramassés en un chignon si serré qu'il lui tirait en arrière la peau du front et des tempes. Des yeux couleur d'eau de mer, dans ses yeux couleur d'eau de mer, je pouvais lire toute la répulsion que je lui inspirais. Elle me fixait comme un objet dégoûtant. Tituba, d'où sort ce nom-là? Je fis froidement. C'est mon père qui me l'a donné. Elle devint pourpre. Baisse les yeux quand tu me parles. J'obéis pour l'amour de John Indien. Elle poursuivit. Es-tu chrétienne? John Indien se hâta d'intervenir. Je vais lui apprendre les prières, maîtresse. Et je vais parler au curé de la paroisse de Bridgetown pour qu'elle reçoive le saint baptême dès que cela sera possible. Susanna Endicott me fixa à nouveau. Tu nettoieras la maison. Une fois par semaine, tu récureras le plancher. Tu laveras le linge, tu le repasseras, mais tu ne t'occuperas pas de la nourriture. Je ferai ma cuisine moi-même car je ne supporte pas que vous autres nègres touchiez à mes aliments avec vos mains dont l'intérieur est décoloré et cireux. Je regardais mes paumes, grises et roses comme un coquillage marin, tandis que John Indien saluait ses phrases d'un grand éclat de rire. Je demeurais abasourdi. Personne, jamais, ne m'avait parlé, humilié ainsi. Allez à présent. John Indien ferma la porte avec un loquet de bois et me prit dans ses bras, murmurant « Le devoir de l'esclave, c'est de survivre. Tu m'entends? C'est de survivre. » Ces propos me rappelèrent Moyaya, et des larmes se mirent à ruisseler le long de mes joues. John Indien les but une à une, poursuivant leur filet salé jusqu'à l'intérieur de ma bouche. Je hoquetais. Le chagrin, la honte que j'éprouvais de son comportement devant Susanna Endicott ne disparurent pas. Ils se changèrent en une sorte de rage qui aiguillonna mon désir pour lui. Je le mordis sauvagement à la base du cou. Il éclata de son beau rire et s'écria « Viens, pouliche, que je te dompte. » Il me souleva de terre et m'emporta dans la chambre, plantée forteresse inattendue et baroque d'un lit à Balnac. Me trouvai sur ce lit qui lui avait vraisemblablement été donné, que lui avait donné Suzanne Endicott, décupla ma fureur et des premiers moments d'amour ressemblèrent à une lutte. Moyaya, j'ai passé la nuit à t'appeler. Pourquoi arrives-tu seulement? J'étais à l'autre bout de l'île, en train de consoler une esclave dont le compagnon est mort sous la torture. Ils l'ont flagellé. Ils ont versé du piment sur ses plaies et puis ils lui ont arraché le sexe. Ce récit qui en d'autres temps m'aurait révolté me laissa indifférente. Je repris avec passion. Je veux qu'elle meure à petit feu, dans les souffrances les plus horribles, en sachant que c'est à cause de moi. Moyaya secoua la tête. Ne te laisse pas aller à l'esprit de vengeance.
Utilise ton art pour servir les tiens et les soulager. Je protestais, mais elle m'a déclaré la guerre. Elle veut m'enlever de son Indien. Yaya a eu un rire triste. Tu le perdras de toute façon. Comment ça? Elle ne répondit pas, comme si elle ne voulait rien ajouter à ce qu'elle venait de laisser échapper. Me voyant bouleversée, ma mère, qui assistait à l'entretien, fit à mi-voix. Belle perte que ce serait là, en vérité. Ce nègre-là t'en fera voir de toutes les couleurs. Mon Yaya lui lança un regard de reproche et se tut. Je choisis d'ignorer ses propos et me tournai vers mon Yaya, n'interrogeant qu'elle. Veux-tu m'aider? Ma mère parla à nouveau. Vent et effronterie. Ce nègre n'est que vent et effronterie. 2 jours plus tard, Suzanne Endicott nous fit appeler. John Indien et moi. Elle était assise sur son lit, le dos appuyé contre ses oreillers. La peau déjà aussi jaune que son pissa, le visage émacié et paisible. La fenêtre était ouverte, par égard pour l'odorat de ceux qui la visitaient, et l'odeur purificatrice de la mer noyait toutes les vapeurs fétides. Elle me regarda bien en face, et une fois de plus, je ne pus soutenir son regard. Elle fit, martelant chaque syllabe. Tituba, je sais que c'est toi qui, par ce sortilège, m'as mis dans l'état où je suis. Tu es assez habile pour abuser Fox et tous ceux qui apprennent leur science dans les livres. Mais moi, tu ne peux pas me tromper. Je voudrais te dire que tu triomphes aujourd'hui, soit. Seulement vois-tu, demain m'appartient. Et je me vengerai. Je me vengerai de toi. Jonasia commença à gémir, mais elle ne lui accorda aucune attention. Se tournant vers la cloison, elle nous signifia que l'entretien était terminé. La mort dans l'âme, nous redescendîmes. Dans la cuisine, devant le foyer où mijotait une soupe de légumes, le pasteur s'entretenait avec un homme. Un horrible pressentiment m'envahit, que ses paroles prononcées d'une voix égale et cependant coupante comme une hache, sans inflexion et cependant chargée d'une violence meurtrière, vinrent confirmer. À genoux, raclure d'enfer. Je suis votre nouveau maître. Je m'appelle Samuel Paris. Demain, dès que le soleil aura ouvert les yeux, nous partirons à bord du brigantin Blessing. Ma femme, ma fille Betsy et Abigail, la pauvre nièce de ma femme que nous avons recueillie à la mort de ses parents, sont déjà à bord. John Indien était assis à l'arrière du pont, au milieu d'un cercle de marins admiratifs auquel il débitait je ne sais quelle sornette. Chose étrange, John Indien, qui avait pleuré toutes les larmes de son corps quand les contours de notre Barbade bien-aimée s'étaient effacés dans la brume, était déjà consolé. Il effectuait 1000 corvées pour les marins et ainsi se procurait des pièces avec lesquelles il se mêlait à leur jeu et buvait de leur rhum. Pour l'heure, il leur apprenait une vieille chanson d'esclaves et entonnait de sa voix juste
Nada l'océan, bam calbam, 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 bam calbam. Pour une esclave, la maternité n'est pas un bonheur. Elle revient à expulser dans un monde de servitude et d'abjection un petit innocent dont il lui sera impossible de changer la destinée. À la Barbade, dans un environnement dont chaque plante m'était familière, je n'aurais eu aucun mal à me débarrasser d'un fruit encombrant. Mais ici, à Boston, comment faire? Cette nuit-là, un flot de sang noir charroya mon enfant au dehors de ma matrice. Je le vis battre des bras comme un tétard éperdu et je fondis en larmes. John Indien, que je n'avais pas mis dans la confidence et qui croyait à un nouveau coup du sort, pleura aussi. Il est vrai qu'il était à moitié sourd, ayant vidé force choc de stout avec les marins qui fréquentaient la taverne du Black Horse. Ma reine, voici que notre bâton de vieillesse se casse. Sur quoi allons-nous nous appuyer quand nous aurons chacun une bosse sur le dos dans ce pays sans été? Je me remis difficilement du meurtre de mon enfant. Je savais que j'avais agi pour le mieux. Pourtant, l'image de ce petit visage dont je ne connaîtrais jamais les contours réels venait me hanter. Sur John l'Indien. Parce que j'estime que dans le roman, finalement, c'est moi, Tituba, la sorcière, qui est l'héroïne. C'est elle qui est la femme forte, la femme rebelle, qui s'impose. Mais finalement, lorsqu'on lit le roman, à la fin, on se pose des questions. Finalement, entre moi, Tituba, entre John l'Indien, qui est-ce qui a pu tirer son épingle du jeu? Vous voyez, Tituba, par amour, se met en esclavage. Parce qu'elle a vu John l'Indien, parce qu'elle l'a aimé, elle a voulu vivre avec lui. Et dès qu'elle est retournée à la plantation, qu'est-ce que la maîtresse a fait le jour même où elle est arrivée? Elle lui a montré les tâches ménagères à faire et donc elle l'a remise en esclavage. Donc ça, c'est le premier acte. Donc c'est quand même assez difficile, c'est quand même assez choquant. Et ensuite, John l'Indien qui est insulté par Manyaya, qui le traite de nègre creux, plein de vent, d'effronterie. D'abord, quand Tituba le rencontre, il était avec la Chabine, avec qui il avait 2 enfants. Et il promettait à cette dernière le mariage, qu'il n'a jamais respecté. Et ensuite, quand ils se mettent ensemble, chaque fois que Tituba se laisse aller,
il fait comprendre à Tituba qu'il ne faut pas avoir de sentiments dans cette vie-là. Que ce qui compte finalement, c'est la survie. Et la survie à n'importe quel prix. Donc finalement, on se trouve dans le cas de figure ou dans une thèse que Marie Scondé aime beaucoup. On parle beaucoup de France Fanon. Et bien c'est là où on voit l'aspect fanonien de Marie Scondé. À savoir ce nègre qui a la peau noire, mais qui met le masque blanc à chaque fois que c'est nécessaire pour sa survie. Et donc c'est pour ça que finalement, dans ce roman, et John Lethia, il revient souvent, lorsqu'il y a le procès des sorcières, il dit mais dénonce, elles veulent que tu dénonces tant, mais dénonce, vas-y, dis ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est la survie. Alors donc finalement, on se trouve avec trois attitudes dans ce roman. L'attitude de John Lethia, qui met son masque blanc quand il doit survivre. On se trouve avec Tituba qui était dans son état originel lorsqu'elle était dans la forêt avec Mangaya, qui était seule, qui était plus ou moins en liberté, qui se remet en esclavage. Mais lorsqu'elle se remet en esclavage, elle commet des erreurs selon John Lethia. Parce qu'au fond, elle aime sa maîtresse Elisabeth Paris et la petite Betsy. Et pour les sauver, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait montre de sa sorcellerie. Elle les soigne. Et c'est par ce biais-là qu'on va la battre. Donc, son côté humain fait qu'effectivement, elle n'a pas de barrière. Elle estime que finalement, elle peut aider sa maîtresse. Elle oublie sa condition d'esclave. Et voyez où ça l'amène. Parce que c'est ça qui lui donne, c'est ça qui permet de la traiter de sorcière. Donc finalement, on se trouve entre ces trois attitudes dans le monde tous les jours. Est-ce qu'on doit rester soi-même? Est-ce qu'on doit porter le masque blanc pour survivre? Ou est-ce qu'on doit s'allier à l'humanité pour à chaque fois se rébeller au risque de perdre sa vie? Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin? Quand Tituba se met avec ce jeune Iphigène et qu'elle sème cette révolte, ils se font tuer. Donc finalement, sa vie, elle la perdra. Elle la perdra par son extrême humanité. Donc finalement, quelle est la conclusion pour elle? Oui, je meurs. Je meurs parce que j'ai voulu être libre. Mais pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir essayé. Et c'est ça sa leçon. C'est qu'elle a essayé au prix de la perte de sa vie. Donc finalement, peut-être que John Lethia a pu s'en sortir. Il a survécu. Parce que finalement, il va finir avec une des maîtresses. Hein? Il va finir avec une des maîtresses, il va vivre avec elle. Mais finalement, est-ce que c'est la meilleure façon de vivre? C'est ça aussi l'aspect fanonien de Marie Scondé dans ce livre-là. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous rester 3 séquences. On voulait vous parler de la sorcière, du drame, du procès des sorcières noires de Salem, de façon très brève. On voulait vous parler du retour de Tituba à la Barbade, du retour à la Barbade où elle va se mélanger avec ces jeunes-là, ils vont créer cette révolte qui ne va pas marcher, et l'épilogue. Voilà donc les 3 aspects qui nous restent. Et bien entendu, peut-être qu'on peut aussi vous donner la parole, que vous voulez vous donner la parole, si vous voulez intervenir sur des aspects, et ensuite on va clôturer le récit. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, d'accord. Alors, ça veut dire qu'on doit se balader avec les micros oui, non. Voilà, ils marchent, les deux marchent. Mais qui est-ce qui veut prendre la parole? Voilà. Bonsoir à
tout le monde. Au-delà même des différents personnages, moi je m'arrête à mon auditrice qui est Maryse, qui fait revivre Tituba jusqu'à nos jours d'ailleurs. Depuis la fin de sa prison en 62 jusqu'à nos jours, on peut parler à une jeune personne qui a même 30 ans. Quand on dit moi Tituba, cette personne sait qu'il s'agit de Maryse Condé. Et je vous laisse aller plus loin pour chaque personnage. Bonsoir. Alors, j'ai été très surprise de savoir qu'en seconde l'année dernière, ma fille au lycée d'un département métropolitain dans le 77, on leur a demandé de lire ce livre et je n'en revenais pas. Oui, oui, effectivement, c'est une très bonne chose. Et voilà, donc, si, elle, oui, je ne comprends pas votre question. Le professeur Chéri. Alors, ma surprise, parce que je pensais que, pour être honnête, il n'y avait que les personnes un peu concernées par cette histoire un peu magico-religieuse que nous avons ici, qui pouvaient s'intéresser à Maryse et à ce titre, à ce livre-là. L'histoire de Tituba, en fait, qui fait écho à la condition féminine de nos jours également, j'imagine. Donc, le fait que la femme noire ait tout le temps ce combat perpétuel à faire dans la vie, à se prouver constamment, etc., c'est quelque chose aussi qui peut parler à beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles quand on avance dans la vie. Voilà. Donc, c'est un beau message en fait comment dire, d'espoir, de combat, et puis de résilience dans l'effort, etc. Donc c'est vachement inspirant. Voilà ce que je voulais dire. Oui, en fait, sa passion amoureuse est quelque chose qui déroute pour quelqu'un qui doit garder la lucidité sur elle-même. Et c'est vrai qu'elle a eu à choisir entre les deux et ça a été difficile, mais je pense qu'elle ne regrette pas. Voilà. Voilà. Oui. Bien. Je vous remercie. Merci vraiment pour cette initiative qui nous permet justement de redécouvrir ou de découvrir l'œuvre de Maryse Condé. J'aimerais vraiment me tourner vers les comédiens pour les féliciter parce que ils arrivent à sublimer les mots, ils arrivent à faire en sorte qu'on se sente dans cette ambiance de Tituba la sorcière. Je suis un inconditionnel des livres audio et je me pose la question quand j'écoute Tituba la sorcière, qui est lu par un Européen qui ne connaît pas les mots de chez nous et qui les écorche. Et je voulais savoir si, un de ces jours, les comédiens qui sont là pourraient peut-être se prêter leur voix pour pouvoir justement mettre à l'honneur les livres de nos auteurs caraïbéens. Merci à vous. Avec le micro. Ah ben, ça nous donne l'occasion de vous dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. C'est un exercice que nous aimons beaucoup, Harry et moi. Je pense qu'il va s'exprimer aussi là-dessus.
À plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'enregistrer, notamment pour la radio, des radiofictions, des œuvres caribéennes. Et c'est toujours un bonheur de mettre en voix ces titres, ces œuvres qui font partie de notre patrimoine. Donc quand j'ai levé la main, je dis oui, c'était pour dire oui, présente. Je veux, voilà, si l'opportunité se présente, avec joie, je candidaterai. Et puis je pense que l'équipe en charge fera le meilleur choix, mais je suis tout à fait d'accord. Il faudrait, dans la mesure du possible, que des voix caribéennes qui ont la culture du bassin caribéen racontent des histoires, parce que instinctivement, on y amène le pays, puisqu'on l'a en nous. Oui, bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Je pense que c'est très important aujourd'hui de rendre accessible cette littérature à un maximum de personnes. C'est vrai que on sait que tout le monde ne va pas forcément lire cette littérature qui est merveilleuse, qui est d'une richesse incroyable, et donc leur donner accès à ces univers, à ces langues, par l'oreille, par l'écoute, c'est extraordinaire. Voilà, donc c'est très bien ce que vous faites, et oui, moi aussi, comme Lucille, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Merci. Bon, très bien. Est-ce que vous avez des questions pour un des intervenants, le professeur? Oui. En fait, c'est pas une question, mais c'est pour rebondir sur ce qui a été dit. Les comédiens ont vraiment été extraordinaires et c'est un moment, ça a été un moment de pur bonheur pour moi, vraiment. Mais il est important quand même de souligner que, comme il montait, tout homme porte en lui l'expression entière de l'humaine condition. Et ce qui est important dans le livre Tituba, dans tous les livres d'Amaris Condé, c'est que ça nous renvoie à notre humanité. Tituba, c'est une femme, bien sûr, noire, esclave, volontairement, mais c'est vraiment une histoire de femme, une histoire d'être humain qui touche tout le monde. Et c'est vraiment extraordinaire que dans des lycées, où que ce soit, on puisse lire ce livre de Maryse Condé, qui nous remue, qui nous touche, qui nous, quelque part, qui permet de comprendre, de toucher cette humanité qu'a ce personnage. Exactement. Alors moi j'ai une question à poser au panel. J'ai lu Tituba la première fois, j'avais 16 ans, donc je l'ai relu pour l'événement, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Donc c'est vrai qu'il y a des thématiques dont j'avais pas fait l'expérience à 16 ans. Quand j'ai relu le roman, il y a plein de thématiques qui ont été balancées à la figure. Je voulais avoir des éclaircissements sur l'épisode communauté juive, c'est-à-dire le passage où Tituba est accepté et rentre dans une famille juive. On voit vraiment où on a un peu la communauté de destin, ce qui en 1986, de la part d'une femme noire, d'être consciente de cette communauté de destin, était assez rare. Après, j'aurais bien voulu savoir, comme je sais que Maryse Condé a vécu énormément aux États-Unis et que la plupart des actions se passent à Boston, je voulais savoir si en 86, où était Maryse, est-ce qu'elle était déjà un peu dans cette mouvance-là? Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait les Afro-Américains et les Juifs étaient frères de lutte, notamment dans la conquête des droits civiques, etc. Donc j'aurais voulu savoir si vous pouvez un peu m'éclairer sur ce passage-là. Est-ce que c'est basé sur un peu de son réel, ou c'est juste quelque chose qu'elle imagine et qui est réel, mais quelque chose qu'elle a un peu fantasmé et qu'elle espérait, en fait. Voilà. Et ma deuxième question, c'était sur ce qu'on pouvait un peu dire, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une grosse opposition entre l'Église, qui est vraiment, on va dire, qui damne, qui condamne. J'aurais bien voulu avoir des éclaircissements sur l'opposition entre eux, parce que j'ai l'impression que l'Église, c'est tout ce qui est religion, et tout ce qui est juif et, on va dire, animiste, c'est de la spiritualité. Donc moi, c'est ce que j'ai un peu compris dans
dans le bouquin, c'est qu'il y avait vraiment une opposition entre ce qui était vraiment religion, enfin ce qui est vraiment, on va dire, écrit, et ce qu'on ressent, ce qui est spiritualité, et ce que, voilà, qui est confronté à l'humanité. Donc voilà, c'était les deux angles de question. Donc, voilà. Oui, je pourrais dire quelque chose. Oui. Alors, oui, merci. Je pourrais dire deux choses. Alors d'abord, quand on parle, enfin, je prends la deuxième question. Hein. La deuxième question sur l'évolution. Alors, le point central, c'est qu'il s'agit des puritains. Alors, le puritanisme, c'est une partie, enfin bon, très singulière. Ce sont des gens d'ailleurs qui ont quitté l'Europe pour s'opposer à ce qu'ils appelaient la corruption dans l'Église, et singulièrement dans l'Église catholique, d'accord. Donc ils sont partis aux États-Unis, ils ont fondé, ce sont d'ailleurs les fameux Pilgrim's Fathers, hein, bon, etc. Donc il y a quelque chose de très singulier dans l'opposition avec le puritanisme. Et on retrouve encore aujourd'hui un certain nombre de communautés qui sont plus ou moins liées au puritanisme, avec donc cette exclusion, avec véritablement de tout ce qui pourrait engager ou laisser partie et avoir partie liée avec, et le terme est clair, avec Satan. Hein? Donc vous voyez, donc c'est quand même quelque chose de très fort, de très singulier, et c'est ce dont traite le roman. Alors, bien entendu, c'est un roman, donc il y a le côté excessif, hein, parce que le personnage est presque caricatural. Alors, ça c'est un aspect. L'autre aspect par rapport aux Juifs. Alors, il faut savoir que les Juifs étaient autant stigmatisés et mis de côté que les esclaves noirs. C'est pas tout à fait la même chose parce qu'ils étaient libres. Ils étaient libres, mais ils avaient des quantités d'interdits qui posaient sur eux. Et ce qui faisait que... mais il y a plusieurs auteurs hein, qui traitent de cette... on va mettre des guillemets, de communauté de destin. D'accord c'est vraiment des gros guillemets, surtout qu'en plus, ils n'étaient pas aussi nombreux que les esclaves. D'accord. Et là, nous sommes en plus, à un moment donné, dans le roman, nous sommes au début de l'esclavage. D'accord. Au début, nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Ce n'est pas encore le moment de la grande arrivée des esclaves au XVIIIe, etc., etc. Le moment où, d'ailleurs, il s'est évoqué un petit peu, les esclaves de la Barbade veulent partir à la Jamaïque, les maîtres, parce que la Jamaïque est en train de se développer, parce que ceci, etc., etc. Donc, et de ce fait, il était possible, il y a eu une espèce de temps historique, là je fais référence à l'histoire, il y a un temps historique au cours duquel, eh bien, les Juifs et les esclaves, eh bien, avaient partie liée. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré, parce que malgré tout, eux, ils se trouvaient du côté, eh bien, des dominants. Merci. Voilà. Bon, des questions. Est-ce que vous êtes pour qu'on termine donc les trois parties? Et puis voilà. C'est bon? D'accord. Donc, on se remet. Ne reste pas devant nous. Viens. Ni même compris sa vraie nature avant de vivre à Salem. Imaginez une étroite communauté d'hommes et de femmes écrasés par la présence du malin parmi eux et cherchant à le traquer dans toutes ses manifestations. Une vache qui mourait, un enfant qui avait des convulsions, une jeune fille qui tardait à connaître son flot menstruel, et c'était matière à spéculation infinie. Qui, s'étant lié par un acte avec le terrible ennemi, avait provoqué ces catastrophes? N'était-ce pas la faute de Bridget Bishop, qui n'était point apparue à la maison de réunion 2 dimanches d'affilée? Non, n'était-ce pas plutôt celle de Gilles Corré, qu'on avait vu nourrir une bête errante l'après-midi du jour de sabbat? Moi-même, je m'empoisonnais à cette atmosphère délétère et je me surprenais, pour un oui ou pour un non, à réciter des litanies protectrices ou à accomplir des gestes de purification. J'avais en outre des raisons très précises d'être troublé.
À Bridgetown, Susanna Endicott m'avait déjà appris qu'à ses yeux, ma couleur était signe de mon intimité avec le mal. De cela, cependant, je pouvais sourire, comme des élucubrations d'une mégère rendue encore plus amère par la solitude et l'approche de la vieillesse. À Salem, cette conviction était partagée par tous. Pareil à trois grands oiseaux de proie, les ministres prirent place dans la salle à manger. L'un venait de la paroisse de Beverly, deux de la ville de Salem. Ils étendirent leurs jambes osseuses vers le feu qui brillait, âpre et clair, dans la cheminée. Puis ils firent rôtir la pomme de leurs mains. Finalement, l'un d'entre eux, le plus jeune, Samuel Allen, leva les yeux vers Samuel Parris et demanda « Où sont les enfants ?» Samuel Parris répondit « Elles attendent au premier étage. » Ce fut Edward Payson de Beverly qui ordonna « Faites-les descendre. » Comme Samuel Parris sortait en hâte, il se tourna vers moi et dit d'une voix qui avait une surprenante bonté. « Si tu es innocente, tu n'as rien à craindre. » Je fis d'une voix que j'aurais voulu assurer, mais qui sonna tremblante et rocailleuse. « Je suis innocente. » Déjà, les enfants entraient dans la pièce. Edward Payson, étant le plus âgé des quatre hommes, déjà les cheveux grisonnants et la peau flétrie, posa la question. « Dites-nous, pour que nous tentions de vous soulager, qui vous tourmente ?» Et elles firent avec une hésitation calculée pour donner plus de poids à leurs propos. « C'est Tituba. » Pareil à trois grands oiseaux de proie, les hommes pénétrèrent dans ma chambre. Ils avaient enfilé des cagoules de couleur noire, percées seulement de trous pour les yeux, et la buée de leur bouche traversait le tissu. Ils firent rapidement le tour de mon lit. Deux se saisirent de mes bras pendant que le troisième ligotait mes jambes si serrées que je criais de douleur. Puis l'un d'entre eux parla et je reconnus la voix de Samuel Parris. Mais qu'au moins quelque chose de bon sorte de l'enfer que tu as déchaîné. Il nous serait facile de t'abattre. Personne dans ce village ne lèverait le petit doigt. Et les magistrats de Boston ont d'autres chats à fouetter. C'est d'ailleurs ce que nous ferons. Si tu ne nous obéis pas, car Tituba, tu ne mérites pas la corde pour te pendre. Je balbutiai. Que voulez-vous de moi? L'un d'eux s'assit au bord de mon lit et se pencha sur moi à me toucher et martela. Quand tu paraîtras devant le tribunal, confesse que cela est ton œuvre. Jamais, jamais. Le coup m'atteignit en travers de la bouche et elle pissa le sang. Confesse que cela est ton œuvre et que tu n'as pas agi seul. Et dénonce tes complices, Good et Osborne, puis les autres. Je n'ai pas de complice puisque je n'ai rien fait. L'un des hommes se mit carrément à cheval sur moi et commença à me marteler le visage de ses poings, durs comme la pierre. Un autre releva ma jupe et enfonça un bâton taillé en pointe dans la partie la plus sensible de mon corps, en raillant. Prends, c'est la bite de John Indien. Quand je ne fus plus qu'un tas de souffrances, ils s'arrêtèrent. Et l'un des trois reprit la parole. Tu n'es pas la seule créature de l'Antéchrist dans Salem. Il y en a d'autres dont tu vas donner les noms devant les juges. Écoute. Je commençais à comprendre où il venait en venir. Je fis d'une voix mourante. Vos enfants n'ont-elles pas nommé mes soi-disant complices? Que voulez-vous que j'ajoute à leurs propos? Ils rirent. Ce sont, comme tu le dis, propos d'enfants, fort incomplets. Bientôt, nous leur apprendrons à ne pas omettre l'essentiel. C'est toi qui ouvriras le chapitre. Jamais. Jamais.
De nouveau, ils s'acharnèrent sur moi et il sembla que le bâton taillé me remontait jusqu'à la gorge. Néanmoins, je tiens bon et râlais. Jamais